Ah si, il faudra attendre donc. Ah, il faut donner. Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Nous nous retrouvons là aujourd'hui pour parler du métier de la formation des éducateurs spécialisés et plus spécifiquement de la formation d'éducateurs spécialisés à l'IRTS Montrouge-Neuilly-sur-Marne. Nous allons peut-être commencer par nous présenter. Je m'appelle Fabienne Imbert, je suis responsable de la filière des éducateurs spécialisés sur le site de Montrouge. Alors, je suis Émilie Plantin, coordinatrice de la filière des éducateurs spécialisés à Neuilly-sur-Marne. Bonjour, je suis Edith Vrignot, coordinatrice de la filière éducateur spécialisé en apprentissage à Neuilly-sur-Marne également. Alors, nous vous proposons, là nous sommes ensemble pour 30 minutes, nous vous proposons un petit temps de présentation où, pour ma part, je vais aborder un petit peu, donc de manière très très large, vraiment dans les grandes lignes, ce qu'est le métier d'éducateur spécialisé et quel est le cadre légal en fait de la formation. Et ensuite, Madame Plantin et Madame Vrignot reviendront plus spécifiquement sur la manière dont cette formation est déclinée ici à l'ERTS, que ce soit en formation initiale ou sur une formation en apprentissage. Alors, quand on parle d'éducateur spécialisé, qu'est-ce que c'est? L'éducateur spécialisé est avant tout un professionnel du travail social. Il y a beaucoup de métiers, beaucoup de professionnels du travail social divers et variés. Vous en connaissez peut-être certains. On parle parfois des assistants de service social, des éducatrices de jeunes enfants, des conseillers en économie sociale et familiale. L'éducateur spécialisé est un professionnel du travail social. Il accompagne des personnes, des familles, des groupes en difficulté ou en situation de vulnérabilité ou en situation de handicap. En tout cas, il accompagne des personnes qui, à un moment donné de leur existence, ont un besoin spécifique et ont besoin d'un accompagnement un peu particulier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait être éducateur spécialisé? C'est avant tout un métier de la relation, c'est être en relation avec l'autre. C'est-à-dire ces personnes ou ces groupes ou ces familles que nous accompagnons, nous sommes à proximité en fait. C'est aussi un métier parfois du quotidien. Nous verrons, ça dépend les structures dans lesquelles nous travaillons, mais c'est vraiment un accompagnement éducatif auprès des personnes. L'éducateur spécialisé s'inscrit aussi dans un travail de travail. On parle d'équipe pluriprofessionnelle ou d'équipe pluridisciplinaire. En tout cas, c'est un travail d'équipe. Il coordonne des projets. De plus en plus, on demande à l'éducateur spécialisé d'être dans le cadre de projets. Alors, on parle de projets personnalisés, mais c'est aussi des projets d'activité, des projets de médiation. Et à travers ça, l'éducateur spécialisé doit quand même faire preuve de créativité. C'est aussi un maître mot dans le champ de l'éducation spécialisée. Et l'éducateur spécialisé, même s'il travaille en institution, alors là, nous allons voir les différents types d'institutions, mais il travaille aussi avec d'autres. Il n'est pas enfermé dans un cadre comme ça. Il travaille en partenariat avec d'autres professionnels, d'autres institutions, sur un territoire, en réseau. C'est un travail quand même assez ouvert.
on est en interaction, en lien avec de nombreux autres professionnels en dehors de l'institution, des professionnels, mais aussi des dispositifs de droit commun ou pas, en tout cas tout ce qui peut être nécessaire à l'accompagnement des personnes. Donc je disais, l'éducateur travaille en institution. Ces institutions, elles peuvent être différentes. Alors souvent, on pense classiquement à l'hébergement. Je vous ai parlé du quotidien. Au moment, il y a tout le secteur, oui, tout l'hébergement. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le milieu ouvert, hein, ou l'accueil de jour. Donc, ça donne lieu à des métiers différents au final, hein, c'est-à-dire même avec un même titre d'éducateur spécialisé, tous les éducateurs n'exercent pas rigoureusement le même métier en fonction des publics ou des institutions dans lesquelles ils travaillent. Quand on parle du public, on distingue en général 4 grands champs. On appelle ça des champs, hein, professionnels de l'éducation spécialisée. Je vais vous les citer sans ordre de grandeur ou quoi que ce soit. Il y a la protection de l'enfance, dont nous parlons beaucoup en ce moment, hein, vous entendez certainement dans l'actualité depuis quelque temps déjà parler de la protection de l'enfance. Vous avez tout le champ du handicap. Alors là, le champ du handicap, ça peut être des enfants, des adolescents, de jeunes adultes, des adultes, et puis maintenant des adultes vieillissants, hein, de plus en plus. Vous avez ce qu'on appelle aussi le champ de l'insertion, qui s'adresse, alors qui est parfois aussi un peu transversal aux autres champs, hein, mais quand on parle d'insertion, on pense insertion sociale et insertion professionnelle, hein, voilà, donc ce sont soit des personnes qui sont de jeunes adultes, hein, qui sont dans comme tout à chacun dans un processus d'insertion professionnelle et ça, mais ça peut aussi être des personnes qui sont en grande difficulté sociale et où là il y a un accompagnement vers l'insertion sociale, où on parle parfois de réinsertion. Et un autre champ, le 4e, qui est tout le secteur de la santé mentale, qui prend aussi un peu plus, de plus en plus de place, j'ai envie de dire. Là aussi, l'actualité, nous entendons de plus en plus parler de la santé mentale. Les éducateurs spécialisés interviennent dans ce cadre-là. Alors c'est très synthétique, hein, je vous concède, si après vous avez des questions, vous n'hésiterez pas dans le fil de conversation, mais voilà les grandes lignes du métier d'éducateur spécialisé. Alors pour se préparer à ce métier, il faut être formé, ça s'improvise pas, hein, on s'improvise pas éducateur spécialisé, et la formation est une formation post-bac. Donc, on rentre en formation d'éducateur spécialisé avec un baccalauréat ou une équivalence. Et c'est 3 années de formation après le bac. Cette formation est régie par un arrêté de formation du 22 août 2018. Vous pouvez trouver toutes les références sur Légifrance, hein, vous pouvez trouver tout ça. Cet arrêté de formation dit que la formation doit comporter 1450 heures de théorie. Alors c'est un peu générique comme terme, mais ça veut dire 1450 heures d'enseignement en école. Mais c'est pas purement théorique, hein, parce que les enseignements, mes collègues vont y revenir, sont tout à fait en lien avec la pratique. Et 2100 heures de pratique professionnelle, de pratique sur le terrain sous forme de stage ou de situation d'emploi en fonction des statuts de chacun. Donc vous voyez bien que c'est une formation qui fait vraiment la part belle à la pratique professionnelle, hein, 2100 heures de pratique professionnelle contre 1450 heures en école.
Donc, cette formation, elle est divisée, comme c'est un diplôme d'État, hein, donc ça répond à un référentiel de formation et qui est lui-même divisé en 4 domaines de formation, dans lesquels on va retrouver les grandes missions d'éducateurs spécialisés que je vous ai citées auparavant. Le premier domaine de formation, c'est la relation éducative spécialisée. On est là sur le cœur du métier, c'est le domaine de formation le plus important. Il fait 500 heures en fait, hein. Le deuxième domaine de formation concerne la conception et la conduite de projets éducatifs spécialisés. Je vous ai dit tout à l'heure, l'éducateur spécialisé coordonne des projets. Bah oui, ça s'improvise pas, ça s'apprend aussi. Le domaine de formation 3 concerne le travail en équipe pluriprofessionnelle et la communication professionnelle. Et enfin, le domaine de formation 4, il est question de dynamique interinstitutionnelle, de partenariat et de réseau. Vous voyez bien dans ces 4 domaines de formation qu'on part du plus singulier, la relation éducative, la relation à l'autre, pour en arriver au plus large sur le partenariat, le réseau, le territoire. L'éducateur la sort de son institution pour s'ouvrir à d'autres. Voilà les grandes lignes, je ne vais pas aller plus que ça, je vais laisser la parole à mes collègues qui vont revenir sur la manière dont c'est décliné au sein de l'IRTS. Bon, merci. Ok, merci Fabienne. Alors, moi je vais vous parler plus spécifiquement du projet pédagogique en lien avec la filière des éducateurs spécialisés en initiale. Parce que vous allez voir, Edith Vrignot va vous présenter la filière des apprentis qui, même si, comment dire, on prend source dans le référentiel que Madame Imbert vient de vous présenter, il y a certaines différences, mais beaucoup de similitudes. La grande différence, c'est que pour la filière initiale éducateur spécialisé, on vous propose une double diplomation. C'est-à-dire qu'avec les 3 années de formation, vous pouvez prétendre aussi bien au diplôme, au DEES, le diplôme d'État d'éducateur spécialisé, mais aussi la licence sciences de l'éducation, parcours travail social. Et donc, en fait, ce sont des cours qui sont dispatchés sur les 3 ans. Vous n'avez pas un double cursus. C'est vraiment exactement les mêmes cours. Et vous allez avoir, alors, il y a des cours plus académiques, comme les sciences de l'éducation, la sociologie, la psychologie, le droit, l'histoire du secteur, de la philosophie et de l'éthique du travail social. Mais vous avez aussi des cours qu'on dit plus professionnels. En première année, ça va être des ateliers sur les institutions sanitaires et sociales. Vous avez voilà, plein d'ateliers qui vont vous préparer au métier. C'est un diplôme de niveau 6. Normalement, le DE tout seul est gradé licence. Gradé licence, ça veut dire qu'on y retrouve de la recherche, de l'anglais et de l'informatique. Mais avec le projet pédagogique de l'IRTS, vous ressortez avec une licence et un diplôme gradé licence. C'est vraiment ce qui fait la plus-value de cette formation. Donc, comme vous expliquait Madame Imbert, la formation est divisée en 4 domaines de compétences qu'on retrouve tout au long de la formation. En première année, pour parler des stages, vous allez avoir 2 stages. Un premier de 280 heures qui vous sert à confirmer votre choix de métier. Ça va de novembre jusqu'à janvier. Le second stage va d'avril à juillet. Là, vous allez vraiment découvrir le métier de l'éducateur. Et puis, vous allez élaborer des objectifs de stage. En deuxième année, vous allez avoir un stage long qu'on dit à responsabilité, qui part de novembre jusqu'à fin juillet. Alors, bien sûr, vous avez des retours écoles. En moyenne, c'est 1 semaine par mois. C'est vraiment cette alternance qui va vous professionnaliser. Et puis en troisième année, avec un dernier stage qui est d'environ 4 mois, on va dire. Ça dépend du nombre d'heures qui vous reste à faire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? L'accompagnement qu'on propose, il est assez soutenu. Vous allez vous intégrer en fait ce qu'on appelle un GEP.
C'est-à-dire que c'est un groupe qui va vous accompagner sur les 3 ans. Vous êtes à peu près 15 étudiants et vous allez avoir un référent pédagogique qui va être votre interlocuteur privilégié et qui va vous accompagner durant ces 3 ans à travers votre formation, à travers vos stages, voilà, à travers beaucoup de choses que vous allez traverser. Et puis bien sûr, il y a toute l'équipe pédagogique, aussi bien de Montrouge ou Neuilly-sur-Marne, qui, voilà, qui est là dans les murs, prête à vous accueillir pour répondre à vos questions et puis surtout vous accompagner dans cette aventure. Il y a des cours magistraux qui sont en interfilière avec les éducatrices, les éducateurs de jeunes enfants et les assistants de services sociaux. Donc ça, c'est souvent pour les cours plus théoriques, transversaux. Et puis, tout ce qui est cours plus professionnalisant, vous allez vous retrouver en atelier qu'avec des personnes qui partagent la même filière que vous. Voilà ce que je peux vous dire sur la formation en elle-même. Peut-être que j'ai des choses qui vont me revenir après, mais n'hésitez pas à poser des questions. Et je vais laisser la parole à Madame Brignot qui va vous parler de la filière des apprentis. Merci, Émilie. Je vais m'attacher pour vous laisser environ une dizaine de minutes à la fin de ce temps pour que qu'on puisse échanger sur vos questions et les développer. Je vais m'attacher à présenter les différences du dispositif de formation des ES en apprentissage, donc des éducateurs spécialisés en apprentissage, en commençant par ce qui est parfaitement commun et qui est important, c'est qu'ils préparent au même diplôme d'État, au même diplôme DES que la formation initiale, et avec la décomposition des 4 grands domaines de compétences qui ont été présentés par Madame Imbert tout à l'heure, qui sont évidemment en commun. Ce qui est différent, déjà, je commence par le statut, parce que c'est très important pour le déroulement de la formation. L'apprenti, quand les personnes rentrent dans formation, alors à Neuilly, le contrat d'apprentissage n'est pas exigé à l'entrée. Vous avez 3 mois pour trouver un contrat d'apprentissage. C'est l'occasion de dire que la formation, elle existe grâce au soutien effectivement constant du CFA Adaforce qui existe à Levallois-Perret. Donc il y a un accompagnement des employeurs pour effectivement pouvoir bien comprendre en quoi consiste un contrat d'apprentissage et quelles sont les contraintes et les particularités du côté employeur. Et nous, effectivement, nous vous accompagnons pour effectivement investir en tant que tel et en connaissance de cause le statut de salarié qui est le vôtre, avec des congés auxquels vous avez droit, mais aussi des contraintes et une exigence de présence à la formation, puisque c'est une formation en alternance sur 3 ans, comme viennent de dire les collègues, mais la formation, effectivement, se découpe en 6 semestres avec un rythme d'alternance environ. La réalité de notre formation sur Neuilly-sur-Marne, c'est environ 1 semaine en cours, en tout cas en formation théorique. On reviendra sur l'aspect cours tout à l'heure, et une semaine sur le terrain employeur. Donc c'est un rythme très dense, effectivement très investi, et c'est une formation qui n'est pas qui suppose d'avoir une bonne dynamique et qui suppose, pour ceux qui se posent la question parmi vous d'entrer dans une formation de ce type, ça suppose de penser effectivement à réfléchir et organiser son propre rythme personnel pour pouvoir inclure des temps de vie professionnels. Vous êtes engagé sur un terrain en tant qu'apprenti avec un statut salarié, avec des contraintes de salarié, et sur des temps de formation théorique avec des choses à lire, à travailler, avec des écrits qui vont jalonner les 3 années de formation. Ce qui me semble important aussi de préciser, c'est que c'est encore plus vrai pour la formation en apprentissage, ce que Madame Plantin vient de présenter. Il y a un va-et-vient constant entre ce que vous vivez sur le terrain, les constats, votre expérience, vos réalités, et donc ce qui va devenir votre pratique de terrain, qui va être convoqué. C'est déjà le cas dans la formation initiale, et là, ça va être vraiment le cœur de la formation, puisque c'est important qu'on puisse sans arrêt interroger et vous amener à trouver des éléments pour structurer et pour répondre aussi aux réalités dans lesquelles et aux difficultés que vous pouvez avoir aussi parfois sur le terrain. Il y a vraiment un va-et-vient permanent entre l'aspect pratique et l'aspect théorique.
le découpage, donc je l'ai dit tout à l'heure, les modalités pédagogiques, les modalités de référence de la formation sont exactement les mêmes, mais par contre, là aussi, il est important de dire que le planning étant spécifique, la formation de S en apprentissage n'ouvre pas droit à la double diplomation. Il n'y a pas d'équivalent de la licence, comme c'est le cas à Neuilly-sur-Marne et à Montrouge en formation initiale. Donc c'est un autre cheminement qui est proposé. Et le DES, j'ai commencé en disant que le diplôme d'État était commun à nos 3 formations, à nos 3 dispositifs. Il est gradé licence à condition que le candidat ait bien validé au fil des semestres de formation, notamment les enseignements obligatoires que sont la méthodologie de recherche, l'informatique et l'anglais. Donc ça amène à dire aussi que de la même façon qu'en formation initiale, les cours qui sont dispensés par semestre amènent à des validations de CTS, d'unités européennes, effectivement une unité de valeur reconnue par les universités européennes, dont et valide aussi en France, ce qui permet à l'issue d'un diplôme d'État, quand le candidat a validé tous ses ECTS, de pouvoir prétendre, sous certaines conditions, cela dit, à intégrer un master à la condition que les enseignements qui ont été validés puissent correspondre à un programme de formation d'un master extérieur. Mais je ne m'étendrai pas davantage sur ce point. Qu'est-ce que je peux préciser? Les lieux d'emploi dans lesquels les apprentis, ça fait depuis maintenant 3 ans que la formation elle existe, elle entame sa 4e année à Neuilly-sur-Marne. Les lieux d'emploi majeurs dans lesquels se retrouvent les apprentis, en reprenant les 3 grands secteurs. Tout à l'heure, Madame Imbert en a cité 4. Pour l'instant, nous n'avons pas d'apprentis qui sont clairement inscrits dans le champ de la santé mentale, parce que pour l'instant, ces structures-là n'ont pas ouvert de contrat d'apprentissage. Dans le champ du handicap, c'est un secteur qui est assez massivement représenté, soit avec des IME, donc des instituts médico-éducatifs qui prennent en charge des enfants, souvent d'âge scolaire, c'est-à-dire que ça démarre souvent à partir de la fin de l'école maternelle jusqu'à la majorité. Puis, il y a des dispositifs qui prennent en charge des jeunes adultes en fonction de leur réalité, des troubles qui sont présentés. Et il y a aussi le champ tout à fait important des foyers d'hébergement pour personnes handicapées, jeunes majeurs et adultes qui, effectivement, demandent effectivement et proposent des contrats d'apprentissage. Un mot sur le champ de la protection de l'enfance, qui est effectivement très médiatisé actuellement. Il y a un peu 2 types de secteurs de structures dans ce secteur de la protection de l'enfance, qui de plus en plus proposent des contrats d'apprentissage. Il y a celui des foyers, comme on les appelait souvent, foyers d'urgence, mais la nomination la plus répandue, c'est une MEX, une maison d'enfants à caractère social. Donc, ce sont des foyers pour enfants ou ados avec des âges communs, mixtes ou non, avec des âges communs, enfants ou ados, ou la volonté de croiser les âges effectivement concernés. Ça dépend aussi de la taille de la structure. Et le deuxième grand secteur, c'est l'aide sociale à l'enfance, qui est vraiment le cœur du dispositif de la protection de l'enfance, avec des circonscriptions qui existent dans chaque département, qui sont rattachées aux conseils départementaux et qui ensuite se déclinent en fonction de secteurs dans les grandes villes, souvent des départements, et qui ont une équipe effectivement de référents ASE, comme on les appelle, donc référents de l'aide sociale à l'enfance, majoritairement éducateurs maintenant, mais ils peuvent aussi être assistants sociaux, plus rarement éducateurs de jeunes enfants, même si ça se développe, et ils font un suivi en milieu ouvert, pour reprendre le terme qui avait été utilisé par Madame Imbert, c'est-à-dire sans que l'enfant ou l'adolescent soit pris en charge forcément dans la structure de l'aide sociale à l'enfant. Le référent fait le lien entre le lieu de résidence de l'enfant ou de l'ado, soit dans sa famille naturelle, soit dans un lieu éducatif ou un lieu de soins aussi, et effectivement mène un accompagnement de l'enfant en lien avec la famille pour répondre à des problématiques de protection notamment et de mise en
en sécurité. On n'ira pas plus loin pour aujourd'hui sur ce point-là. Et dernier point, ce qui je pense qu'il faut qu'on puisse vous laisser un tout petit peu de temps, c'est le champ de l'insertion avec des centres d'hébergement, les CHRS, ou des lieux qui sont ouverts aux personnes sans domicile fixe, et qui sont des lieux d'orientation, d'accueil d'orientation de ces publics pour les aider. Je m'arrête parce que je vois qu'il ne reste que 5 minutes. Et puis, il y a quelques questions. Peut-être à vous les collègues, vous avez eu le temps de digérer les questions. Alors, on va les lire. Il y a une question de Sophie. Un éducateur spécialisé peut-il travailler avec des enfants de moins de 7 ans? Alors oui, ça peut arriver, notamment dans des MEX quand vraiment il y a des accueils d'enfants en bas âge. Le plus jeune en MEX, ça va être 4 ans et demi, 5 ans, et voilà, c'est déjà très jeune. Je me permets, dans le champ de l'insertion, quand il y a des lieux d'hébergement avec des familles avec enfants, ou femmes seules ou pères seuls avec enfants, dans ces cas-là, souvent, les enfants accueillis sont très jeunes, et les centres maternels aussi. Comment? Les centres maternels aussi. Les centres maternels aussi, avec des enfants nouveau-nés et des enfants vraiment très jeunes. Et donc, dans ces cas-là, l'éducateur spécialisé fait partie de l'équipe. On n'a pas le temps de le développer beaucoup aujourd'hui, mais fait partie des éducatives à domicile, mais oui. Mais auprès de ces enfants. Fabienne, tu pourrais peut-être compléter? Oui, il faut dire aussi que il y a une formation aussi qui est dédiée aux enfants de 0 à 6 ans, qui est la formation d'éducatrices ou d'éducateurs, qui sont éducatrices parce qu'il y a plus de femmes, mais il y a aussi des hommes, et éducatrices ou éducateurs de jeunes enfants. Voilà, qui est aussi une formation de niveau 6. Et qui permet aussi de travailler auprès de publics spécifiques, aussi en IME ou en MEX ou en pouponnière. Voilà. Travailler avec des jeunes enfants si c'est vraiment votre motivation. Je pensais que Edith, tu en parlerais. Non, je l'ai pas développé, mais je vais lire la question de Victoria qui vient juste après. Vous venez de parler d'adultes vieillissants, on l'avait évoqué tout à l'heure dans les différents domaines. Que fait un éducateur spécialisé auprès de ces personnes? Alors, c'est un peu le même type de réponse que ce qu'on vient de faire par rapport aux jeunes enfants. L'éducateur spécialisé ne va pas être dédié à l'accompagnement spécifique forcément des personnes âgées en tant que telles, mais il peut tout à fait être dans une équipe avec des accompagnements de type socio-éducatif auprès de certaines de ces personnes. En fait, ça dépend du cadre et du dispositif qui est mis en place, si on peut le préciser comme ça. Après, il y a des foyers pour personnes en situation de handicap vieillissantes. Voilà. C'est ça. C'est une spécificité, on y retrouve des éducateurs. Oui. Ce qui est une spécificité nouvelle avec l'avancement de ce public, parce que le diplôme d'éducateur a effectivement maintenant est suffisamment ancien pour qu'on en arrive à accueillir effectivement, et il y a des besoins sur le terrain aussi pour accompagner ces personnes-là, et aussi dans la protection de l'enfance ou dans les centres dans l'insertion, il y a de plus en plus de structures qui commencent à se spécialiser sur des problématiques liées à l'âge, puisque ce ne sont pas les mêmes questions d'insertion dans la vie sociale et dans l'emploi et le logement. Donc effectivement, les éducateurs sont plus... il y a des services qui prennent en charge particulièrement ces âges-là. Mais si vous pensiez aux EHPAD, il n'y a pas encore énormément d'éducateurs en EHPAD. Oui, c'est l'occasion de le dire. Je vous laisserai, Émilie ou Fabienne, prendre la question de Lorenzo sur les notes, sur Parcoursup. Sur Parcoursup, vous regardez quelles notes? Avez-vous des conseils? Alors moi pas trop, mais je sais qu'il y a eu il y a il y a un webinaire prévu sur Parcoursup, me semble-t-il, et dans l'historique, parce que j'aurais peur de vous dire des bêtises en fait. J'ai envie de dire que nous regardons l'ensemble du parcours, on ne regarde pas une note spécifiquement, ni 2-3 notes spécifiquement. Nous regardons l'ensemble du parcours de formation antérieure, mais il y aura par nos collègues des admissions un webinaire qui sera organisé sur Parcoursup. Je ne sais pas si Émilie a quelque chose à rajouter. Oui, on regarde les notes parce que c'est quand même un diplôme de 3 ans, niveau 6, avec certaines exigences. Donc, il faut avoir quand même un niveau, il
faut savoir écrire, il faut savoir rédiger, voilà, il faut avoir des prérequis. Après, on ne demande pas des relevés de notes excellents. Ce qu'on va regarder aussi, c'est la motivation que vous avez à faire ce métier, c'est les informations que vous êtes allé chercher pour comprendre la voie dans laquelle vous allez vous engager. Ça va être tout ça si vous avez fait des stages, du bénévolat, du volontariat. C'est la connaissance que vous avez du métier et puis quand même un peu votre niveau. On ne va pas dire l'inverse. Je passe à la question suivante. Alors, juste le webinaire, ça vient d'être posté, hein, le webinaire spécial Parcoursup, ça sera le mercredi 5 février à 15h. Voilà, dans lequel vous aurez toutes les réponses. Je prends la question d'Ilona. Bonjour, pour l'apprentissage, l'établissement vous aide-t-il à trouver un contrat? En tout cas, vous n'êtes pas seul, c'est notamment le partenaire du CFA qui vous aide beaucoup, mais c'est quelque chose qui est accompagné dans le premier trimestre de la formation, parce que c'est évidemment nécessaire et important que vous trouviez un contrat qui ait du sens aussi pour vous. Ça souligne aussi l'importance de ce que vient de dire Madame Plantin. C'est une formation qui demande effectivement à ce que vous soyez motivé et que vous donniez du sens à cette formation. Donc, ça fait partie des choses qui sont travaillées. Peut-être une question, parce qu'on va s'approcher de la fin. Il est 13h. Victoria demande quelles sont les différences pédagogiques de l'IRTS par rapport à d'autres établissements. Mesdames, est-ce que vous pouvez... Sur la formation initiale, je dirais le projet pédagogique est vraiment axé autour de ce qu'on appelle la double diplomation. Quand vous rentrez à l'IRTS, vous rentrez pour un diplôme d'État, donc le diplôme d'État d'éducateur spécialisé en l'occurrence, et une licence en sciences de l'éducation, option travail social. Donc il y a d'abord cette double diplomation. Après, sur les axes principaux de notre projet pédagogique, Madame Plantin l'a dit, hein, la question de l'accompagnement est vraiment centrale, même si les promotions d'éducateurs spécialisés sont souvent des promotions avec des effectifs importants. Vous êtes répartis dans des groupes, donc nous déclinons les enseignements beaucoup sous forme de TD, d'ateliers, mais on a aussi un espèce de fil rouge dans la formation que nous appelons le GEP, le groupe d'évaluation pédagogique, et où vous êtes au sein d'un groupe d'une quinzaine d'étudiants avec un formateur ou une formatrice qui vont vous aider pendant les 3 ans. Et je crois que ça fait vraiment fil rouge dans notre dispositif de formation. Nous avons des référents d'année aussi. Les référents d'année, voilà, ce sont vraiment sur des accompagnements, j'ai envie de dire rapprochés. Nous mettons aussi l'accent sur ce que nous appelons les médiations éducatives ou les médiations créatives. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la créativité. Dans le cadre de la formation, ces outils de médiation, ces techniques, de médiation qui sont en lien avec les pratiques culturelles, artistiques ou sportives. Et nous développons aussi et nous mettons aussi l'accent sur la question de l'international et de la mobilité internationale. Et peut-être que Mme Plantin en parlera mieux que moi. Voilà, nous encourageons les mobilités, que ce soit les mobilités individuelles ou les mobilités collectives, bien sûr dans le cadre contraint qui nous est posé par l'arrêté de formation, par la maquette de formation, par le diplôme, voilà. Mais je pense que ce sont les axes principaux, mais peut-être, Émilie, veux-tu... Non, juste pour rebondir sur le côté international, nous, ça va faire 3 années de suite. Nous faisons partir un groupe d'étudiants à Berlin pour rencontrer des étudiants de l'université de Potsdam autour du travail social. Et là, justement, ce même groupe d'étudiants allemands viennent de venir en France. Voilà, c'est vraiment pour travailler l'interculturalité et puis comprendre aussi une autre façon de percevoir et de comprendre le travail social. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de développer, en plus des mobilités Erasmus, et en plus des mobilités dans d'autres pays qui sont hors programme Erasmus, mais que nous essayons le plus possible de soutenir parce que c'est des connaissances qu'on ne trouve qu'à travers ce type de voyage. Voilà.
Moi, je compléterai peut-être pour finir, puisque là, je vois qu'il est 13h05, la formation en apprentissage s'inscrit dans les axes forts qui viennent d'être développés par les deux collègues, à savoir l'accompagnement avec les GEP, puisque nous reprenons exactement le même type d'accompagnement, et c'est très important. C'est vraiment un, un fil directeur de la formation, avec un même accompagnant sur les 3 ans de la formation. Et une des particularités peut-être que notre formation en apprentissage a par rapport à d'autres structures qui le proposent sur la région parisienne, c'est peut-être le rythme, puisque nous avons un rythme qui pour l'instant est assez, qui est plus exigeant en nombre de semaines de cours et de semaines de présence sur le lieu de Neuilly-sur-Marne que d'autres structures de formation qui font d'autres choix et qui préparent autrement avec d'autres modalités. En tout cas, nous, on a effectivement une maquette qui reprend une grande partie de ce qui est proposé par la formation initiale, toujours en redisant que ça n'est pas dans le cadre de la double diplomation, donc sans s'inscrire dans la licence. Ça, c'est très important parce que c'est une des différences fondamentales, mais que nous avons effectivement un nombre de semaines de cours dans l'année qui est important, avec ce qui nous permet aussi de faire des séminaires un peu spécifiques et de proposer des choses un peu spécifiques, mais nous n'y reviendrons pas aujourd'hui parce que je pense qu'il va falloir s'arrêter. Eh bien, merci pour l'attention. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Et À puis bientôt. peut-être à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.